Canada. La plupart d'entre nous le connaissent comme le voisin amical du Nord, un endroit où la neige tombe en abondance et où le sirop d'érable coule comme de l'or liquide. Mais au-delà de cela, eh bien, peu d'entre nous savent vraiment grand-chose sur ce pays. Le Canada a récemment fait les gros titres pour des raisons inattendues pour beaucoup d'entre nous. J'aimerais que le Canada devienne le 51e État des États-Unis. Ce n'est pas à vendre et ça ne le sera jamais. Un pays quelque peu mystérieux semble soudainement amener tout le monde à se poser la même question. Qu'est-ce qui fait le Canada, le Canada? Qu'est-ce que ça fait de vivre ici? Qu'est-ce qui façonne l'identité du pays? Et pourquoi, malgré la proximité, a-t-on souvent l'impression que c'est si loin? Situé dans l'est du Canada, le Québec est la plus grande province du pays en superficie et se distingue comme le seul endroit en Amérique du Nord où le français est la langue officielle. Bien que sa population soit issue d'un large éventail de cultures, le Québec détient la distinction d'avoir la plus grande population francophone en dehors de la France elle-même. C'est un endroit unique en son genre, distinct par son identité et sa culture, alors ne faites pas l'erreur de le confondre avec le reste du Canada anglophone. Le Québec est au Canada ce que le Texas est à la Californie, complètement différent par son caractère, son histoire et son esprit. Le Vieux-Montréal est un quartier très charmant de la ville. C'est évidemment le plus ancien puisqu'il a été fondé au début des années 1600 par les Français lorsqu'ils ont décidé d'établir une colonie ici. Et bien sûr, vous avez le fleuve Saint-Laurent juste devant nous. C'était donc vraiment un centre commercial stratégique pour eux. Mais c'est vraiment une très belle partie de la ville parce qu'elle possède beaucoup de cette architecture européenne ancienne qui rappelle beaucoup la France, par exemple. Il y a ces magnifiques cathédrales, comme la Notre-Dame, qui me rappelle la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mais c'est magnifique, c'est le début du printemps, donc il y a de belles journées comme aujourd'hui où le soleil brille, le ciel est bleu, il fait de plus en plus chaud. Donc c'est vraiment une très belle période de l'année à Montréal. Je me sens bien avec toi. La véritable magie de la ville réside dans ses nombreux quartiers pleins de charme. Il y a les maisons de ville colorées de style victorien du quartier du Plateau Mont-Royal, qui rappellent l'époque de la bourgeoisie francophone du début du 18e siècle. Après votre promenade, faites comme les Québécois et savourez des pâtisseries françaises fraîches dans l'une des nombreuses boulangeries. C'est une boulangerie pour les anglophones. J'essaie de pratiquer du mieux que je peux le peu de français que je connais, mais ce n'est pas facile. Des pâtisseries fraîchement sorties du four, d'une délicieuse saveur. Elles sont vraiment fraîches. J'apprécie vraiment la culture des pâtisseries et des cafés. Ça a une ambiance très européenne, très française, mais d'une manière vraiment québécoise. Comment dit-on cela correctement en français? Au zaman. Croissant? Zaman. Je comprends. Je fais de mon mieux pour progresser et m'améliorer. Mon français. Tout le monde ici est bilingue. Non, oui, les autres francophones, oui, les français, oui, mais c'est une grande question, la langue maternelle. C'est la langue maternelle. Et en fait, c'est la loi. C'est la loi ici qu'elle doit être. C'est ça le truc, c'est le grand sujet sensible. C'est qu'au Québec, c'est la loi, mais au Canada, ils essaient tout pour contourner la loi. Oui, donc il y a beaucoup de conflits internes sur... Oui, c'est important de préserver la culture. Et si tu perds la langue, tu vas perdre une grande partie de l'héritage français. En français,
c'est tout le truc, tu sais, on est tous, je suis américain, nord-américain, quand je vais en Europe, je me sens très américain, mais c'est le seul endroit où on peut vivre en français dans une grande ville aussi. C'est là que les gens ne partent pas, on est coincé ici parce que si tu veux vivre comme un Américain, un nord-américain, mais quand même vivre en français, donc je pense qu'on fait la fête en français, on fait l'amour en français, le seul endroit c'est ici. Donc c'est un peu comme un drôle d'aimant, mais ce qui est intéressant, c'est que la mentalité est très nord-américaine. Le Québec semble être une entité vraiment unique en soi au sein du Canada, mais en même temps, vous vous sentez Canadien, non? On se sent Québécois, d'accord. Oui, très intéressant. Permettez-moi de vous présenter un plat vraiment emblématique et adoré. Un plat qui occupe une place spéciale, presque sacrée, dans le cœur des Québécois. Ça s'appelle pouti, une combinaison d'ingrédients étonnamment étranges qui, en théorie, ne devraient pas bien fonctionner ensemble, mais qui, en réalité, est vraiment délicieuse. Pour pleinement apprécier cette création culinaire un peu curieuse, je suis venue à la banquise avec mes amis québécois. Alors, pouti, comment ça se prononce? Dis-moi, quelle est la bonne façon de le prononcer? En français, c'est poutine. Si tu... La vraie façon québécoise, c'est la poutine. Donc, tu dirais que c'est vraiment une des choses les plus appréciées au Québec? Tu ne peux pas venir à Montréal, surtout, et ne pas commander de poutine. Oui, c'est vraiment la chose à faire. Qu'est-ce qui fait une poutine parfaite? Le fromage doit être Craquant. craquant. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment? Comme des cahiers, le fromage doit faire un peu de bruit. Grinçant. Du fromage. Oui, quand tu le mâches, c'est comme... Ah, vraiment? D'accord. Mes amis choisissent quelques-unes de leurs préférées qu'elles m'assurent être parfaites pour mon initiation au monde de la poutine. La classique, frites, fromage fondu, crottes de fromage et sauce brune. Ça a l'air d'être le genre de plat qui pourrait boucher tes artères si tu en manges trop. Puis, la Galvo ajoute du poulet grillé et des petits pois au mélange. J'adore le poulet et les petits pois, un vrai délice. C'est très chaleureux. Ça a le goût d'un repas fait maison. Oui, c'est vrai. Enfin, la reggae avec une garniture façon taco, bœuf haché, guacamole, tomates et piment fort. C'est la plus dingue d'apparence. C'est presque un peu comme la saveur taco sur des chips. Oui, c'est vraiment bon, les gars. Je suis impressionnée, non? C'est vraiment très bon. Des températures en dessous de zéro sont la norme pendant une grande partie de l'année dans cette région, et les Québécois ne sont pas étrangers à ce phénomène merveilleux du temps froid, la neige. Ce n'est donc pas un hasard si le sport national du Canada, le hockey sur glace, est en grande partie reconnu comme étant né ici même à Montréal. Et ils ont l'équipe qui détient le plus grand nombre de victoires de la Coupe Stanley dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. C'est ma première fois ici, donc je ne connais rien au hockey sur glace. Je n'en suis pas tout à fait sûre, mais j'ai entendu dire que c'est comme le sport national du Canada. Est-ce que c'est vrai? Crois-moi, tout le monde adore le hockey. Selon toi, quelle ville ou quelle province aime le plus le hockey sur glace? Oh, ce sera ici. Ouais, parce qu'on a le plus de coupes Stanley ici. Vous avez le plus de quoi? Les coupes Stanley ici. Les coupes Stanley. 24 personnes. 24? Wow. Et donc aujourd'hui, eh bien, ils jouent contre Washington, n'est-ce pas? C'est la Coupe Stanley? On se bat pour la coupe Stanley actuellement. Donc vous essayez de vous qualifier pour ça? Oui, ah, c'est ça, c'est une qualification. Oh, Oui, mais il faut marquer. quoi? Il faut qu'il marque. Il doit marquer? On déteste les Maple Leafs et on déteste encore plus les Bruins. Tu détestes qui? On déteste les Maple Leafs et on hait encore plus les Bruins. Ce sont d'autres équipes de hockey? Oui. Santé. Très heureuse de vous rencontrer, les gars. Santé, santé. Alors, tu peux rejoindre l'équipe? Oui, merci. L'équipe... Montréal a-t-elle la meilleure équipe de hockey sur glace? Montréal est la meilleure équipe. Et les Maple Leafs?
Ils sont les meilleurs. Absolument terrible. Donc, les Canadiens ont une chance face aux meilleurs, absolument. Demain, c'est férié. Ça va être la gueule de bois générale. Avec toute cette bière, n'est-ce pas? Sûrement. La ville de Québec est l'une des plus anciennes villes européennes d'Amérique du Nord. En 1608, Samuel de Champlain, connu comme le père de la Nouvelle-France, a navigué sur le fleuve Saint-Laurent et a choisi cet endroit pour établir une colonie permanente. C'est ici que la première colonie nord-américaine de la France allait prospérer grâce au lucratif commerce des fourrures, en particulier la peau de castor, qui s'est avérée être une marchandise très recherchée en Europe. Je pense que voir la ville de Québec depuis l'eau est vraiment la meilleure façon d'apprécier sa beauté. Vous avez cette vue magnifique, vraiment splendide, sur l'hôtel Château-Frontenac, qui est un hôtel très historique. Il date de la fin du 19e siècle et il domine vraiment la ville. C'est magnifique. Donc d'ici, vous pouvez vraiment vous rendre compte de la façon dont la vieille ville de Québec est divisée en une partie haute et une partie basse. Vous pouvez vraiment apprécier cette ambiance européenne, presque française, qui règne dans la ville. Ils l'ont vraiment reconstruite de façon à Correspondre à cette époque médiévale française du XVIIe siècle. Au moment où les combats ont éclaté avec les Britanniques en 1758, la ville de Québec était le centre de la résistance française dans la région. Mais au final, c'est ici, sur les plaines d'Abraham, que les Français ont livré leur dernier combat avant de succomber à la puissance militaire de la Grande-Bretagne et à la conquête de ses colonies nord-américaines. La vieille ville de Québec est incroyablement charmante, surtout grâce à son architecture et à ses maisons colorées. Ici, tout est en français, les enseignes, les noms des restaurants. Le français est évidemment la langue officielle. Et c'est vraiment la magie de cette province du Canada parce qu'on retrouve ici tellement de ce patrimoine et de cette culture française. Les Français ont peut-être perdu la bataille contre les Britanniques, mais certaines choses sont restées fermes, fières, inchangées et assument pleinement leur identité française. Voici le Continental. C'est le genre d'endroit qui rend nostalgique de la cuisine française traditionnelle. Pas de tendance éphémère ou de nouveauté, juste la bonne vieille cuisine ancienne. On parle de plats que vous n'avez pas vus depuis les dîners de votre grand-mère. Un menu de croisière vintage à bord de l'un des grands paquebots, avec tous les classiques. Je choisis l'entrecôte avec une sauce moutarde, Meaux et Dijon, flambée à table par un professionnel dédié et servie par un pro en nœud papillon qui prend clairement son travail à cœur. Et honnêtement, la nourriture est tout aussi irréprochable que le service. Une viande cuite à la perfection et un délicieux bordeaux rouge pour accompagner le tout. Montréal est souvent appelée la capitale de la fête du Canada, et elle l'est depuis l'époque de la Prohibition, lorsque la ville est devenue un aimant pour ceux qui cherchaient à s'amuser. C'est presque un crime de ne pas profiter de la scène des boissons alcoolisées après les heures normales ici. Je commence ma soirée au bar Les Majestics dans le quartier Myland de Montréal. Décrit comme un endroit animé spécialisé dans les fruits de mer, qui sert des huîtres fraîches, des cocktails et du bon vin jusqu'aux petites heures du matin. Es-tu originaire du Canada? Ouais, et toi, tu viens d'où? Je viens de Londres. C'est vraiment cool. Je suis en visite ici. Comment sont les Canadiens? Comment sont les Canadiens? Nous n'aimons pas Trump. Nous aimons l'accès public aux soins de santé. Nous aimons les services sociaux. Nous soutenons les droits des femmes et des groupes marginalisés. Nous aimons voter pour le pays, pas pour les partis. Nous aimons dire pardon. Nous aimons dire merci. Nous aimons aussi dire pardon, les Britanniques. Les Britanniques adorent ça. Nous
aimons le loquet, nous aimons la poutine. Nous aimons la fête du Canada et la poutine, le plat québécois. Mais je suppose que comme Montréal, juste en étant ici quelques jours, c'est tellement unique parce que, évidemment, tout le monde parle français et il y a une ambiance très européenne. Oui, oui. Tu dirais que... J'ai vécu à Montréal toute ma vie et parfois la perte de la langue, c'est un peu difficile en tant qu'anglophone. Pour un bilingue, c'est un défi d'entendre à Montréal. En ce qui concerne le français. Est-ce que c'est comme tu dois... Tout va être écrit en français, comme les noms des restaurants. En tant qu'anglophone, tu n'es pas vraiment représenté dans le Québec. Ou bienvenue. Je ne quitterai jamais Montréal, j'adore cette ville. Oui, santé, ravie de te rencontrer, ravie de te rencontrer. Ravie de te rencontrer. Play Darling, juste un peu plus loin sur la route, rappelle le vieux glamour français avec un bar rond, une décoration vintage et une liste impressionnante de cocktails artisanaux aux noms comme Darling Spritz et Gin Queer. Tu aimes vivre ici? J'adore, enfin c'est différent, mais oui, j'adore. Quelles sont certaines des valeurs importantes pour les Canadiens? Je pense qu'on est vraiment très ouvert à tout. Peu importe qui tu es, viens comme tu es et on sera là pour toi. Toute personne queer, on était là pour elle. N'importe quelle nationalité, on est là pour ça. Peu importe d'où tu viens ou où tu es, ça n'a aucune importance. C'est simple. Si tu es gentil avec les gens, on est partant. Eh bien maintenant, toute la conversation tourne autour de ta voisine. Exactement. Donc j'imagine que ça réunit beaucoup de Canadiens. Tout le Canada, définitivement. Nous venons d'avoir une élection et nous nous sentons unis en tant que pays. Je suis d'accord. Le Québec, d'après la récente élection, comme une grande partie de l'ouest de la province, était conservatrice. Et le Québec a remporté beaucoup de sièges libéraux, donc je pense que ça me rend plus fière d'être québécoise. Nous défendons une chose qui pourrait vous être chère, oui. Oui, c'est vraiment bien. Eh bien, c'est un plaisir de vous rencontrer. Oui, merci. Santé. C'est un plaisir de vous rencontrer. La tradition de la cabane à sucre, connue sous le nom de cabane soudre, est presque aussi ancienne que le sirop d'érable lui-même, au Québec, une région qui produit 80% de l'approvisionnement mondial. Au cœur de cette culture rustique et proche de la nature se trouve la cabane dans les bois, où la sève d'érable est récoltée sur des centaines d'arbres et bouillie pour en faire du sirop. Au fil du temps, nombre de ces cabanes sont devenues des restaurants improvisés. C'est une période où la sève d'érable coule des arbres et les Québécois visitent ces cabanes à sucre pour en profiter dans une infinité de plats et de desserts. Comment tu t'appelles? Pierre. Donc, c'est un? Ceci est une vieille cabane de trappeur. Elle reflète le début des années 1900. Oh, c'est à ce moment-là que ça a ouvert. Non, ça a ouvert en 1978. Ils ont apporté le matériel et tout reconstruit. Wow, donc c'est vraiment du sirop d'érable. Québec. Patrimoine canadien. Oui, c'est vraiment une tradition culturelle et ils produisent la majeure partie du sirop d'érable du monde au Québec. 80%. Avez-vous eu un bon rendement? Une année vraiment excellente. Ouais, une année excellente. Beaucoup de sirop d'érable. Oui, je suis le Sugar Daddy. Oh, le Sugar Daddy. Stéphane. Oh, ton fils Stéphane! Salut Stéphane, ravi de te rencontrer. Bonjour, merci. Nous voulions capturer la tradition du sirop d'érable et cette période de la récolte, c'est bien ça? Oh, la récolte de la sève! La récolte de la sève. D'accord. Ou la célébration de la fin de l'hiver et de la nouvelle récolte de sirop d'érable. La fin de l'hiver et le début du printemps offrent les températures idéales pour récolter l'eau d'érable des arbres. Ceci... C'est à ce moment-là que vous commencez à l'extraire, c'est ça. On fait bouillir la sève pour obtenir du sirop d'érable. Il a le vin parfait pour toi. Wow, merci beaucoup. Oh, donc c'est à toi? Wapiti. Wapiti signifie élan. Sang d'élan. Sang d'élan. Le sang d'élan est réputé pour stimuler la pilosité thoracique. Tu ne mets pas vraiment du sang d'élan dedans, n'est-ce pas? J'aime les femmes poilues. Une femme poilue.
Je suis là seulement pour le vin. Oh mon Dieu. Comment tu trouves le fait de travailler avec ton père? Tu adores ça? Oui, jamais un moment d'ennui. D'accord, oui, j'imagine. Santé. Comment on dit ça en français? Santé. Santé. Santé, santé à ta santé, mais aussi à un bon moment, à la célébration du sirop d'érable. Oui, celui-ci est un peu entre un vin rouge et un porto, et une touche de sirop d'érable. Avec une touche de sirop d'érable. Wow. Évitez que l'érable ne domine le goût du vin. Super. J'espère que ça te plaira. Le repas commence par une infinité de plats infusés à l'érable, jambon de campagne fumé au sucre, saucisses à l'ancienne, tourtières, ragoût de boulettes traditionnelles, fèves au lard cuites au feu de bois, purée de pommes de terre à l'ancienne. Quel monstre absolu. Il ne me reste plus qu'à savourer ce repas à l'érable et tenter de garder un peu de place pour le dessert. Nous sommes donc arrivés au final, qui est le plat le plus sucré de la journée, des crêpes et une tarte à l'érable. Et bien sûr, une grande bouteille de sirop d'érable à verser sur les crêpes. Je suis déjà dans une sorte de rêve sucré en ce moment. Je suis au paradis du sirop d'érable. Toronto est souvent décrite comme la capitale économique et culturelle du Canada. Avec son statut de ville mondiale et une ligne d'horizon qui rappelle les modes architecturales du 20e siècle, la croissance de la ville a été impressionnante, devenant officiellement la plus grande ville du Canada en 2001 avec environ 6 millions d'habitants dans la grande région métropolitaine. Bien que le reste du Canada semble au moins s'accorder sur leur antipathie collective envers cette ville, il ne fait aucun doute que pour beaucoup de personnes à l'étranger, Toronto est l'endroit qui vient à l'esprit lorsqu'on pense au Canada. Toronto est une ville qui a vraiment commencé comme un petit établissement ici, devant le lac Ontario, parce que, bien sûr, toutes ces colonies devaient être proches des lacs qui se jettent dans la rivière pour le commerce maritime, ce qui permettait aux Européens venus d'ailleurs de commercer avec d'autres parties du monde. Ainsi, la ville a connu un développement fulgurant pour devenir une immense métropole. Et j'ai pris le ferry depuis le front de mer jusqu'à l'île Centre. C'est très agréable parce que même si c'est une ville très urbaine, il y a beaucoup d'espaces verts comme ces îles où l'on peut s'évader. Et d'ici, on a une vue incroyable sur le rivage du lac Ontario, qui est absolument immense et on peut vraiment voir l'étalement urbain de cette métropole. Je suis très enthousiaste à l'idée de découvrir l'ambiance ici à Toronto et de voir en quoi c'est différent d'un endroit comme Québec, par exemple. Toronto détient également le titre de ville la plus multiculturelle au monde, avec un peu plus de la moitié de sa population née en dehors du Canada et plus de 180 langues parlées dans la ville. Cela a créé une mosaïque de nombreux quartiers différents, chacun avec une ambiance culturelle distincte qui se rassemblent tous pour faire de Toronto la ville internationale qui attire tant de gens aujourd'hui. Ce quartier de Toronto, il s'appelle Kensington Market et il est vraiment sympa parce qu'il y a beaucoup de restaurants différents, chacun servant des cuisines variées de différents pays, ce qui est très cool. J'ai entendu dire que certains des restaurants jamaïcains ici sont vraiment excellents, donc c'est un coin sympa de Toronto et je trouve vraiment que ça montre à quel point cette ville est multiculturelle parce qu'il y a ici un mélange de gens venus de partout. On m'a dit que cet endroit, Golden Patty, est incroyable et qu'ils font des pâtés jamaïcains exceptionnels. Je vais devoir en goûter un, je pense. Bonjour, puis-je avoir une pâtée à la chèvre et une pâtée au bœuf doux, s'il vous plaît? Merci. Tu viens souvent ici? Oui. De bonnes galettes, oui. Quelle est la meilleure? Le bœuf et le pain coca. Ah, le pain coca. Oui. Bon, alors, tu viens de Toronto? Je viens de Mississauga. Mississauga. Mississauga, donc tout près. Oui, peut-être une demi-heure de route. Une demi-heure de route. Tu as toujours vécu ici? Je viens de la Jamaïque. À l'origine, depuis combien de temps vis-tu à Toronto? 25 ans. D'accord. C'est long. Oui, un très très long moment. Comment c'est? Tu aimes ça? C'est froid, vraiment froid, je ne sais pas, c'est ça.
Oui, c'est vrai. Il y a une grande communauté jamaïcaine ici. Oui, elle est un peu présente ici. Donc tu as toujours tout ce qui te réconforte comme chez toi, mais tu peux le trouver ici, vraiment ici, c'est sûr, ce qui est agréable. Oh, ils ont eu. Là-bas, tu en as beaucoup de mes essais. Bonjour, est-ce que tu fais du jus de canne à sucre? Du jus de canne à sucre? Oh waouh, c'est quoi ça? Merci, c'est... Mange l'intérieur et recrache les graines. D'accord, merci. Tu viens de Toronto, Oui. né et élevé ici. Né à Toronto, baptisé à Brooklyn. Les gens semblent dire que Toronto ressemble à New York, que c'est vraiment similaire, que la culture est similaire, que les gens sont similaires. Es-tu d'accord? Je comprends ce que vous voulez dire par rapport à l'agitation et au rythme, mais Toronto n'est pas aussi animé 24 heures sur 24 que New York. Cette dernière est environ 10 fois plus intense, comme si elle était le grand frère de Toronto. Et les gens, culturellement, ils ressemblent plus aux Américains, aux Canadiens ou... Bon. Il y a plus de culture ici. Nous sommes des immigrés de première génération, donc nos parents ont été les premiers à venir ici. Je pense qu'on garde un peu plus la culture ici, surtout au niveau de la famille et du respect des traditions. Peu importe si tu es trinidadien, indo-caribéen, chinois, indien, tu apportes ta culture ici et ça crée un vrai melting pot. Les gens savent d'où ils viennent, contrairement à quelqu'un qui est américain depuis 20 ou 100 ans. Oui, je ne pense pas qu'ils sachent vraiment d'où viennent leurs racines. Intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Et ils sont peut-être très assimilés ou américanisés. Et c'est de là que vient l'ignorance. Ils pensent qu'on vit en Angleterre, quelque part là-haut. Beaucoup ignorent cela. Oui, c'est vrai. Super intéressant. Comment tu t'appelles? Trey, Malini, ravi de te rencontrer. Bonne journée. Quand les gens cuisinent à la maison, ils le font avec l'intention de nourrir les membres de leur famille. Et je pense que l'intention joue un grand rôle dans la façon dont la personne qui mange se sent. Madhuri a déménagé à Toronto il y a 3 ans et organise un club de dîner mensuel à succès, le premier du genre à proposer des plats indiens côtiers de sa terre natale qu'elle estime difficiles à trouver dans les versions occidentales de la cuisine indienne. Voici votre première entrée. Ça s'appelle un pulasheri. Ce plat vient de l'État du Kerala. Sur la côte indienne, ils ont une superbe façon de préparer les fruits. Ils le cuisinent avec des épices, du tamarin et un peu de jaggery. Mais je trouve que l'ananas apporte un peu plus de peps, c'est pour ça qu'on a choisi l'ananas. On vous le propose avec une tostada, alors prenez-la et goûtez-y. Comment s'est passée ton expérience en tant qu'expatriée? J'étais très curieuse à ce sujet. Pour moi, c'était génial. Facile, je trouvais ça vraiment facile. Et je ne l'ai jamais ressenti à Toronto. Mais si j'allais à Victoria ou à Montréal, c'est là que je me sentais un peu dans un autre pays, parce que je ne voyais pas autant de personnes qui me ressemblaient. Tu sais? Et ça semblait complètement différent. Si je te demandais ce que ça signifie d'être canadienne, que dirais-tu? Qu'est-ce que c'est être canadienne? Ouais, visse-le pour la chanson. Je pense qu'être canadienne, c'est être très poli. C'est être très gentil. D'où penses-tu que viennent les gens gentils? Je suis curieux car j'ai souvent entendu cette question. Je pense qu'en partie, c'est une question d'acceptation. Comme les gens au Canada sont assez ouverts et accueillants envers différentes cultures, différentes expériences et différentes façons de faire. Les choses, et ils sont plus ouverts sur le monde, en quelque sorte. Oh, d'accord. Plus inclusif. Ce n'est pas un endroit où, comme aux États-Unis, tu dois d'abord te convertir en Américain, puis tu peux présenter les autres aspects de qui tu es. Au Canada, c'est plutôt « Non, viens ici et tu peux être qui tu veux, mais tu es aussi Canadien en même temps. » On dirait, ou il semble que les Canadiens sont assez... cela accorde beaucoup d'importance au fait de pouvoir être qui tu veux et...
curry à la noix de coco est très doux, avec des épices légères comme la coriandre, le cumin et le poivre. Pourquoi as-tu choisi le Canada? Mike, c'est une conversation que mon mari et moi avons eue juste après notre mariage. Et le Canada nous a semblé être l'endroit où les gens étaient les plus gentils, très accueillants. Mais même quand j'ai lancé mon entreprise, je n'avais aucun réseau, aucun bagage. Je suis venue ici, j'ai écrit à des entreprises au hasard sur Internet et chacune d'entre elles m'a répondu. Wow, on dirait qu'ils ne craignent pas les différences. Au contraire, ils les célèbrent et pensent que cela rend la culture et la société encore plus intéressantes. Nouvelle-Écosse, une péninsule rocheuse sur la côte atlantique de l'Amérique du Nord, est l'une des 3 provinces maritimes du Canada. Habitée depuis environ 10 000 ans par le peuple autochtone Mi'kmaq, les Français furent les premiers à établir une colonie européenne ici en 1605, connue sous le nom d'Acadie, avec de violents affrontements entre la France et la Grande-Bretagne pour le contrôle de la région qui ont marqué une grande partie du siècle suivant. Les Britanniques furent finalement victorieux avec la signature du traité d'Utrecht en 1713, lorsque les Français cédèrent l'Acadie continentale à la Grande-Bretagne. Ce qui s'ensuivit fut une expulsion massive des Acadiens français de la nouvelle colonie britannique et un afflux de colons anglo-saxons, principalement originaires de la Nouvelle-Angleterre, d'Écosse et d'Irlande. L'histoire de la Nouvelle-Écosse est vraiment fascinante. Ici, il y a beaucoup plus d'héritage britannique et écossais. La raison pour laquelle ils voulaient établir une colonie ici, c'est à cause du port. C'est l'un des ports les plus profonds au monde et il est libre de glace. Et bien sûr, étant situé à l'est du Canada, dans l'océan Atlantique, cela leur donnait le contrôle des routes commerciales transatlantiques. C'est donc vraiment la raison pour laquelle les Britanniques ont décidé d'installer leur base de la Royal Navy ici à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Beaucoup de forts ont été construits pour se défendre contre d'éventuelles invasions françaises, car les Britanniques et les Français se sont beaucoup battus pour les territoires au Canada. Mais celui-ci a en fait été construit au 19e siècle pour se défendre contre d'éventuelles invasions des États-Unis, qui à ce moment-là avaient déjà établi leur indépendance et avaient tenté d'envahir le Canada et Halifax. Donc en réalité, ces forts étaient là pour défendre le port et les territoires britanniques d'Amérique du Nord. Pendant plus de 500 ans, les eaux glacées au large de la Nouvelle-Écosse regorgeaient d'une abondance apparemment inépuisable de poissons, notamment des poissons de fond comme la morue. Des pêcheurs venus de partout, aussi loin que d'Angleterre, du Portugal et d'Espagne, venaient ici pour les sortir de la mer, les saler et repartir chez eux. Les communautés de la Nouvelle-Écosse ont été façonnées par cette longue histoire de la pêche. C'est tout ce que beaucoup de ses habitants ont jamais connu, et la plupart des villes ont vécu de cette industrie jusque bien avant dans le 20e siècle. Les villages de pêche comme Peggy's Cove sont des exemples vivants de la façon dont la population locale continue de gagner sa vie grâce à ces eaux. L'industrie de la pêche a beaucoup changé au fil des années. Initialement, les poissons les plus pêchés étaient les poissons de fond tels que l'aigle fin, la morue et le colin. Malheureusement, ces stocks ont considérablement diminué. Au 20e siècle, le gouvernement a instauré un moratoire sur la pêche de ces espèces. De nombreuses communautés ont dû décider de leur avenir, mais elles ont persisté et sont très résilientes, pêchant aujourd'hui du maquereau, du homard et du thon. Donc, il s'agit simplement de s'adapter à l'environnement changeant et aux défis de l'industrie de la pêche. Ici, vous pouvez voir quelques bateaux de pêche amarrés dans le port. Beaucoup de casiers à homard parce que c'est l'une des principales prises aujourd'hui. Bonjour, salut. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Alors, êtes-vous pêcheur? Oui, je le suis. Avez-vous toujours pêché ici à Peggy's Cove? Oui, toujours. Oui, qu'est-ce que vous pêchez? Eh bien, en ce moment, c'est surtout le homard. C'est la seule chose pour laquelle j'ai une licence, mais... Alors, comment ça s'est passé? Diriez-vous que l'industrie de la pêche a changé?
L'instauration des quotas sur les poissons de fond et le moratoire mis en place étaient différents, mais C'est à ce moment-là que l'interdiction a été instaurée. eh bien, tu n'as plus le droit de simplement attraper tout ce que tu pouvais attraper. Maintenant, il y a des quotas. Mais pour le homard, il n'y en a pas. Tu peux attraper autant de homards que tu veux, et les homards ont augmenté au fil des années. Ah oui, oui, ils sont donc abondants. Eh bien, c'est très bien, oui. Mais des choses comme la morue ont beaucoup diminué. Oui, mais je pense qu'on revient un peu, parce que, eh bien, on a de nouveau le droit de les pêcher. C'était la surpêche, c'est ça. C'est ce qui s'est passé? Eh bien, probablement. Et t'as ta cabane, évidemment. Les cabanes en bois servent en quelque sorte à garder tout le matériel de pêche, les cages. Et ils y travaillent tout le temps. Ils travaillent mais là-bas et prennent peut-être une bière. Certainement ça, oh oui. Un petit moment pour rattraper le temps avec tes amis aussi. Exactement, on dirait que tu es déjà venu ici. Je regarde juste et je me dis que ce n'est pas un mauvais endroit pour se détendre avec une bière. Donc oui, avec les homards. Merci, c'est un plaisir de vous rencontrer. Au revoir. La seule chose qu'il reste à faire lors d'un voyage sur la côte sud de la Nouvelle-Écosse, c'est de trouver une cabane à fruits de mer, de préférence avec une belle vue, d'enfiler votre bavoir et de dévorer l'un de ces merveilleux crustacés du Grand Nord Atlantique. Commandez des accompagnements de fruits de mer en plus pour compléter. Une assiette de pétoncle de Digby au beurre et de moules de Terre-Neuve dans une sauce à l'ail. Mais ici, tout tourne autour du homard. C'est la cuisine de fruits de mer à son meilleur. Des fruits de mer délicieux, une bière et une vue magnifique, que demander de plus? Et une belle journée. Biarritz, je suis là toujours partante pour essayer des activités culturelles quand je suis dans un nouvel endroit. Alors quand j'ai découvert qu'ici, les gens aiment boire un coup et lancer des haches sur une cible pour s'amuser, ma curiosité a été vraiment éveillée. En revenant à l'époque des bûcherons canadiens qui lançaient des haches pour se divertir, et bien sûr pour montrer leurs compétences, j'espère juste qu'elles ne vont pas ricocher et me frapper, ou frapper quelqu'un d'autre d'ailleurs, en plein visage. Quand le fait est que tu rentres les abdos, tu es au top. Ramène-le. Et ça, c'est 7 heures. Oh oui, je l'ai fait! L'un des avantages d'être dans les Maritimes, c'est qu'il n'y a pas de pénurie de bons vieux pubs irlandais à visiter, où l'on peut déguster des plats traditionnels de pub, du fish and chips préparé avec de l'aigle fin local et une pinte de Guinness pour accompagner le tout. Tu as... Ah, la Guinness, oui! Oui. Vas-y, fais-le. Qu'est-ce que je vais faire? Tu peux le faire! Bois-le! Cul sec! Tu peux le faire! Ouais! C'est comme un repas, non? Tu es d'ici? Nouvelle-Écosse? Oui, Nouvelle-Écosse. Où exactement? Au nord de la Nouvelle-Écosse, une petite île, Cap-Breton. Breton, l'île très écossaise. Est-ce que vous avez des origines écossaises? Mes origines sont purement anglaises. Ah, anglaise, d'accord. Nous avons quelque chose en commun, n'est-ce pas? À quel point la Nouvelle-Écosse est-elle canadienne? Oh, eh bien, nous sommes au début de notre pays. Un creuset. Nous étions la Nouvelle-Écosse. La Nouvelle-Écosse La Nouvelle-Écosse. Oui, c'est comme l'une des premières colonies européennes. C'est ça, oui. La fête de Victoria est lundi, c'est ça. Et évidemment, c'est en quelque sorte une célébration de la monarchie britannique qui est constitutionnellement la monarchie de Canada. Est-ce que les gens s'y intéressent à ça ici? Je n'y pense pas tout le temps, mais j'ai énormément de respect pour eux et je m'intéresse beaucoup à l'histoire qui se cache derrière. Donc je suis vraiment heureux que nous soyons encore liés à une culture aussi ancienne. Quand on y pense, l'Amérique du Nord, nous en sommes encore à notre âge d'enfance, n'est-ce pas? Nous n'avons que 300 à 400 ans. Vous savez, l'Angleterre a des milliers et des milliers d'années. Santé!
province du Canada a sa propre histoire unique et ensemble, elles forment quelque chose de bien plus grand que ce que j'aurais jamais pu imaginer. J'ai compris que chaque région de ce pays, aussi différente soit-elle, joue un rôle tout aussi important dans la construction du Canada tel qu'il est aujourd'hui. C'est un pays jeune qui est en train de développer son identité et il y a encore tellement à voir et à apprendre à son sujet. Ma première visite ici m'a donné envie de revenir et d'explorer davantage, car cet endroit a une façon de vous toucher profondément, de vous relier à son passé et aux personnes qui façonnent son avenir.